Et tout de suite, l'invité de l'Info Week-end de ce dimanche, Avi Pazner, diplomate, ancien ambassadeur d'Israël en France, président du Keren Hayesod. Bonjour, Avi Pazner. Bonjour Laurence. Et Bonjour. merci infiniment d'être notre invité ce matin pour faire un tour d'horizon de la diplomatie israélienne et proche-orientale. Alors, je vous propose de commencer par cet accord annoncé entre l'Égypte et le Hamas et Israël. Peut-être du nouveau concernant le sort des prisonniers israéliens détenus par le Hamas. On apprenait via le journal Al-Arab basé à Londres que le Hamas devrait remettre un enregistrement aux Égyptiens concernant le sort des prisonniers israéliens. Que peut contenir cette cassette selon vous ? Eh bien, Laurence, premièrement, bonne journée à vous et à tous les auditeurs de Radio J. Et je dirais qu'il faut quand même avoir un peu de la patience et surtout savoir quel est le degré de sérieuxité de cet article. Je sais que l'Égypte est très active actuellement, très active. L'Égypte veut faire bouger les choses entre Israël et le Hamas pour avoir une espèce d'accord à long terme pour la tranquillité et la sécurité de la zone de Gaza et autour de Gaza. Et évidemment, un des premiers pas est la question brûlante pour nous des prisonniers et des dépouilles des soldats qui sont restés à Gaza. Et sans cela, de notre part, il n'y aura pas de progrès. Alors, jusqu'à maintenant, le Hamas avait exigé des choses incroyables. Des milliers de prisonniers avec du sang sur les mains pour rendre les 2 dépouilles des soldats et libérer les 2 malheureux qui sont dérangés d'esprit, il faut bien le dire, qui se sont rendus à Gaza et nous avons refusé. Et peut-être que le Hamas maintenant, peut-être, je dis bien peut-être parce que il y a eu beaucoup d'informations ces dernières semaines, peut-être que le Hamas s'est rendu compte que nous sommes sérieux quand nous avons dit que nous n'allons pas libérer des milliers de terroristes du Hamas pour faire un deal avec eux. Malheureusement, eux s'étaient basés sur le prix exorbitant que nous avons dû payer pour libérer notre soldat, notre fils à tous, Gilad Shalit. C'était un prix exorbitant de 1000 terroristes. Et eux avaient demandé plus. Avaient demandé des Shalit, c'est seulement un. Maintenant, nous avons 4. Ils n'ont pas 4. Ils ont 2 prisonniers, 2 dépouilles. Maintenant, nous voulons 1111. Hadar Goldin, Oron Shaul, les deux soldats israéliens, Hadar les Goldin dépouilles. et Oron Shaul, 2 soldats tombés en 2014. Et puis 2 civils, donc Avram Mengistou et Hicham Al-Sayed. Oui, qui se sont rendus de leur plein gré à Gaza. C'est ça. Ils se sont rendus, il faut bien se le souvenir. Mais Laurence, comme je vous le disais, le prix que nous avons payé en 2011 pour Gilad Shalit, après qu'il y ait eu de grosses pressions publiques en Israël, avait donné à l'idée à Hamas. Voilà, c'est ça la base des négociations avec Israël. Nous libérons une personne, nous recevons 1000 terroristes. Alors, mettons que c'était un soldat, c'était un prix spécial, maintenant il n'y a que des dépouilles, plus il y a 2 Israéliens qui s'étaient rendus de leur plein gré à Gaza, alors on va augmenter le prix et ils avaient demandé 1111 prisonniers du Hamas avec du sang sur les mains et Israël on leur a fait passer le message. N'y rêvez même pas. Même pas. Et c'est possible, je ne suis pas encore sûr, parce qu'avec le Hamas, on n'est jamais sûr. Mais c'est possible que le Hamas s'est rendu compte que les cartes qu'il croyait avoir en main ne sont pas si bonnes que ça, et que Israël a changé de politique maintenant, et que nous ne sommes plus prêts à ces prix exorbitants.
que nous sommes prêts à des échanges normaux, oui, bien sûr, des échanges normaux, et que peut-être là, il y a du progrès. Mais je vous conseille beaucoup, Laurence, à vous et à tout le monde, d'être très prudent. La prudence. D'ailleurs, le Hamas indiquait vendredi, pas plus tard que vendredi, qu'aucun progrès n'avait été réalisé pour libérer les prisonniers. Donc, effectivement, absolument, la prudence c'est pour ça que je vous dis. Absolument. Parce que, Laurence, nous nous basons sur les écrits d'un journal arabe. Vous savez, chaque journaliste peut écrire ce qu'il veut. C'est bien, c'est très bien, c'est la liberté de presse. Et moi, je peux dire ce que je veux, et vous aussi. Mais ça ne veut pas dire que c'est là la réalité. Alors, Avi Pazner, l'actualité diplomatique, c'est aussi cette visite en Israël et en Judée-Samarie du haut conseiller pour la sécurité énergétique mondiale au département d'État américain, Amos Hochstein. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette visite, Avi Pazner ? Eh bien, je crois qu'on peut attendre quelque chose, je crois, qui n'a rien à voir ni avec les Palestiniens, ni avec le conflit israélo-palestinien, mais je crois que plutôt on pourrait s'attendre à une initiative renouvelée de négociation entre Israël et le Liban. Et le Liban. Et le Liban, mais pas des négociations de paix avec le Liban. Non, pour délimiter la frontière maritime entre nous et le Liban. Comme vous le savez, il y a en Méditerranée orientale des gisements extrêmement importants de gaz. La plupart, je dirais 90%, se trouvent en territoire israélien. Il y en a quelques-uns qui sont pas très bien placés, c'est-à-dire à la limite même de la frontière maritime entre Israël et le Liban. Et nous avons une discussion avec le Liban sur cette frontière maritime que nous ne sommes pas encore arrivés à résoudre. C'est les Américains, encore une fois, qui servent de médiateurs entre nous et le Liban. Mais là, encore une fois, je ne vois pas la situation interne au Liban, comme vous la connaissez aussi bien que moi. C'est une situation extrêmement difficile. Le Liban se trouve dans une situation politique et économique extrêmement difficile. Est-ce qu'ils sont capables de conduire sous l'égide du Hezbollah? Sont-ils capables de conduire de telles négociations avec l'agrément du Hezbollah? Parce qu'il faut l'agrément du Hezbollah. Malheureusement, c'est le Hezbollah qui domine aujourd'hui la politique libanaise. Mais c'est important pour le Liban, important aussi pour Israël, et à mon avis, on va en parler ces prochaines journées. Et je suis sûr qu'on va aussi parler du problème de l'ouverture d'un possible consulat américain à Jérusalem. Vous savez qu'Israël est complètement opposé. Nous croyons que Jérusalem, c'est notre capitale, et qu'il y a une ambassade américaine à Jérusalem, et que c'est suffisant, qu'on n'a pas besoin d'un consulat des Américains à Jérusalem qui servent de liaison avec les Palestiniens. Donc, il peut y avoir là quelques petites discussions entre nous et M. Hochstein, c'est possible. On discute toujours beaucoup avec les États-Unis, mais toujours en amis, et pour conserver cette amitié. Alors, on ne peut pas, au cours de cet entretien, ne pas aborder le dossier iranien, qui est un dossier récurrent. Il va y avoir une reprise des pourparlers entre l'Iran et les grandes puissances à Vienne. Est-ce que c'est pareil, des progrès pourront être accomplis lors de la reprise de ces pourparlers, ou est-ce que la situation est toujours stagnante ? Vous savez, Laurence, vous parlez à un sceptique qui a déjà tout vu. Et j'ai tout vu, surtout sur l'Iran, sur ce que l'Iran sait faire. Je vois comment l'Iran a manœuvré maintenant. Ça fait combien de temps que Biden est président ? 10 mois déjà. Oui. Une des premières choses qu'il voulait faire, c'est de renouveler les contacts avec l'Iran, les négociations sur le nucléaire avec l'Iran. Une des premières choses. Je vous parle de janvier 2021. Nous sommes en novembre et les Iraniens nous ont fait le beau geste d'accepter qu'en fin novembre, ils vont retourner à la table des négociations après
que pendant toute l'année 2020, ils ont enrichi l'uranium comme des fous. Ils ont enrichi l'uranium comme ils ne l'avaient jamais fait auparavant. Donc, ils arrivent à la table des négociations beaucoup plus forts, avec des cartes beaucoup plus fortes que n'en possèdent les États-Unis, les Européens ou les Russes. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, a déclaré il y a quelques jours que le but de ces négociations était d'arriver à renouveler les accords de 2015, qui, comme vous le rappelez, n'étaient pas de bons accords, enfin qu'Israël ne considère pas comme étant de bons accords, car ils permettent officiellement à l'Iran, dans quelques années, d'enrichir l'uranium jusqu'au degré qui lui permettrait de construire une bombe atomique. Donc, là, vous me trouvez dans un mood pas très optimiste quant à ce renouvellement des négociations. Elles vont être renouvelées le 28 novembre, je crois, alors que l'Iran est beaucoup plus forte qu'auparavant, que l'Iran... Excusez-moi, j'ai un peu de problème avec mon ordinateur. Voilà. Que l'Iran a maintenant est presque arrivé au seuil de la capacité nucléaire, et je ne vois pas vraiment des résultats positifs pour Israël de ces négociations. Bien, nous verrons donc l'issue de ces pourparlers et nous en reparlerons sûrement ensemble. Un autre dossier, celui de l'Éthiopie. Après Israël, l'Arabie Saoudite, la Norvège, la Suède, le Danemark, ce sont les États-Unis qui ont ordonné le départ de leur personnel non essentiel en Éthiopie. Où demeurent encore beaucoup de Juifs. D'ailleurs, le président israélien a appelé cette semaine au rapatriement d'urgence des Juifs d'Éthiopie. Oui, il y a encore, vous savez, c'est un problème ardu parce que il y a beaucoup d'Éthiopiens qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas, parce qu'ils essayent d'échapper à une triste réalité dans ce pays, et donc se présentent aux autorités israéliennes avec des prétentions qui des fois sont fausses. Et nous devons absolument voir à ce que nous amenons en Israël les Juifs qui ont le droit au retour. Et il y en a, comme vous le dites. Oui. Il y en a. Mais malheureusement, il y a des milliers et des milliers et des milliers d'Éthiopiens qui, à cause de la situation tragique où se trouve leur pays, spécialement ces derniers jours, quand les forces rebelles avancent sur Addis Abeba, alors il nous faut quand même savoir qui vient en Israël. Vous savez que nous avons en Israël aussi des réfugiés, des dizaines de milliers de réfugiés du Soudan, de l'Érythrée et du Somalie qui sont arrivés en Israël illégalement, beaucoup d'entre eux sont à Tel Aviv, vous pouvez les voir dans le sud de Tel Aviv. Nous ne voudrions pas ajouter aussi des réfugiés non juifs éthiopiens. Donc il y a là un travail à faire que nous faisons en urgence parce que c'est une situation d'urgence. La situation, effectivement, devient dramatique. Qui a le droit c'est très dramatique. Mais pour savoir qui a le droit, comme juif, au retour en Israël, et de les amener le plus vite possible ici en sécurité. Alors, je vous propose de terminer ce tour d'horizon de la diplomatie proche-orientale avec la visite de Mahmoud Abbas au Vatican. C'était jeudi dernier, le chef de l'autorité palestinienne qui apparemment est venu y chercher du soutien. Au cœur de ces différents entretiens, la nécessité de rétablir le dialogue pour une solution à deux États au Proche-Orient, c'est le communiqué du Vatican pour évoquer les entretiens avec le chef de l'autorité palestinienne. Alors, vous qui connaissez bien les arcanes du Vatican, que pensez de cette 6e rencontre de Mahmoud Abbas Comme vous le dites si bien, Laurence, j'ai passé beaucoup de temps et beaucoup d'efforts quand j'étais ambassadeur en Italie pour arriver à convaincre
le pape Jean-Paul II d'établir des relations diplomatiques avec Israël. Parce que jusqu'alors, le Vatican ne reconnaissait pas Israël. Alors j'ai eu de longues conversations avec le pape et avec les cardinaux, et toujours le problème palestinien était présent d'une façon ou d'une autre. Et pourquoi cela? Parce que le Vatican a des intérêts aussi dans les territoires palestiniens, à Bethléem, les lieux saints évidemment, à Jérusalem, tous les lieux saints, mais Jérusalem aujourd'hui est la capitale d'Israël, et ils ont aussi des églises et des religieux un peu partout en Judée et en Samarie. Et c'était toujours un problème épineux, et nous sommes arrivés à une conclusion que, premièrement, faisons la paix entre Israël et le Vatican, après on verra. Mais chez le Vatican, le problème palestinien est toujours resté un peu là derrière la tête, vous savez, un peu à l'arrière du cerveau, qu'il faut trouver une solution. Maintenant, je ne sais pas si le temps nous reste pour vous expliquer pourquoi il nous reste actuellement... Très peu de temps, Avi Pazner, très peu de temps malheureusement. Alors peut-être que vous, Laurence, vous m'interrogerez une prochaine fois. Alors oui. Pourquoi en ce moment il est très difficile de trouver une solution au problème israélo-palestinien? Avi Pazner, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin pour commenter cette actualité diplomatique israélienne et proche-orientale. Et à très bientôt.